Ok. Donc là, je lance l'interpréteur, la ligne de commande interactive Haskell. Et je vais charger un module que j'ai fait moi-même, qui contient une fonction qui est assez marrante, qui est une fonction qui prend 1 seconde avant de renvoyer un résultat. Donc, qui s'appelle, je l'ai écrit, cette fonction long computation records, moi la con, mais c'est une fonction polymorphique qui prend un A et qui renvoie un A. Il se trouve qu'elle prend quand même 1 seconde pour le faire. Donc, par exemple, si je fais long computation return true, elle va m'envoyer true, mais elle prend 1 seconde pour le faire. Okay. Donc, maintenant, si je fais une liste de ces fonctions, ok, en fonction de ce que j'ai envie de faire avec cette liste-là, bah, ça va pas forcément évaluer ce qu'il y a dedans. Si je calcule la longueur, c'est instantané. Parce qu'il n'a pas besoin d'aller dans les cases de la liste pour calculer la longueur. Il a juste besoin de parcourir la liste en ignorant ce qu'il y a dedans. Donc il ne va pas calculer ce qu'il y a dans les cases. Si par contre, je veux afficher ma liste, dans le long computation return, ça aurait pas pu être une fonction, par exemple, qui va dupliquer une case, un truc comme ça. Non, bah non, c'est vraiment dans une case. À la limite, ça pourrait renvoyer un tuple. De toute façon, comme la liste est typée, si ça prend, c'est forcément un outil pour chaque. Voilà, mais ça ne peut pas modifier. Voilà. Là, j'ai voulu m'afficher ma liste, évidemment, ça fait une pause d'1 seconde entre chaque élément, parce qu'il va les demander un par un pour les afficher. De façon marrante, on pourrait, à côté de ça, d'un point de parallélisme, d'abord lancer une stratégie d'évaluation parallèle sur la liste, dire évalue-moi tous les éléments en parallèle, en fait faire print, et après le résultat arrive en parallèle plus vite. Maintenant, si je veux savoir, par exemple, si l'élément 5 est dans la liste. Hop. Okay. Je ne suis plus en face de mon clavier, ça ne marche pas. Alors. 5. Est-ce que 5 est un élément de la liste? Ça va prendre 1 seconde, parce que le premier élément, il l'a trouvé, il est content, il s'arrête. Maintenant, si je cherche si 1000 est un élément de la liste, ça va me prendre 4 secondes avant d'avoir false, parce qu'il est forcé de parcourir et d'évaluer tous les éléments. Alors maintenant, on va pousser un petit peu le vis. Ok, j'ai une liste qui contient des entrées-sorties. Si je calcule la longueur de la liste, c'est là pour vous montrer aussi que c'est paresseux, c'est que les entrées-sorties ne sont pas effectuées. J'ai juste le print bonjour qui est une entrée-sortie qui est stockée dans ma liste. Mais là, je calcule la liste, c'est bien, mais voilà. Si par contre, je veux récupérer le premier élément, voilà, ça va afficher, ça va l'effectuer, ça va me l'exécuter. Si je veux tout exécuter, j'ai une fonction qui s'appelle séquence qui permet d'exécuter toutes les entrées-sorties d'une liste. Donc voilà, il m'affiche. Ça, c'est aussi un truc pratique, c'est que vous pouvez créer des entrées-sorties, print bonjour, elles ne sont pas exécutées au moment où vous les écrivez, elles sont exécutées au moment où elles sont nécessaires de les exécuter. Donc on peut assez facilement passer une entrée-sortie qui affiche les trucs à une autre fonction et voir ce qui se passe. Par exemple, la fonction replicate 10 fois. Alors, je ne sais pas si ça a marché parce qu'il y a un petit problème particulier. Voilà. Ça, c'est pas possible avec des langages non paresseux, parce que les langages non paresseux, ils exécutent d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Ils exécutent d'abord le print bonjour et après ils passeraient le résultat aux autres fonctions qui arrivent. Okay. Ça, c'est assez puissant et ça permet de faire, quand on fait de la couverture de code, c'est assez drôle parce que ça, j'ai encore jamais vu ça dans d'autres langages. Vous exécutez un programme et votre couverture de code, elle va vous dire les bouts de code qui sont exécutés, les bouts de code qui ne sont pas exécutés. C'est un bon outil de développement. Et maintenant, si vous exécutez un bout de code que vous stockez dans une variable d'une structure, mais que vous ne savez jamais de la variable de la structure en question, votre code il va être exécuté. Donc il passera en couverture de code. Il dira ça a été exécuté. Même si vous ne savez jamais de la variable en question. En Haskell, en fait, la fonction vous n'allez pas l'exécuter, vous allez juste mettre dans la variable en question le fait qu'il faudrait l'exécuter plus tard. Et si plus tard vous ne savez jamais de la valeur qui est dans votre structure, la fonction ne sera jamais exécutée, donc elle n'apparaîtra pas dans la couverture de code. Elle dira ça. Voilà. Et là, ça permet assez facilement de voir quels sont les champs de votre structure, par exemple, qui ne sont jamais utilisés. Forcément. Donc, je peux répondre à plein de questions si vous en avez. Et moi, je voulais essayer, dans le temps qui me reste, il me reste 20 minutes, donc ça va être un peu limité, mais je vais essayer de vous programmer un petit vrai programme qui vient de Advent of Code. Advent of Code, c'est un petit défi de programmation qui
qui a été lancé en décembre de cette année, où l'idée c'est que chaque jour, jusqu'au 24 décembre, il y avait un petit défi qui apparaissait, il fallait le résoudre le plus vite possible, et comme ça on gagnait des étoiles, et à la fin on a un beau sapin de Noël avec plein d'étoiles dessus. L'histoire du projet, de cet exercice-là, je l'aime bien parce qu'il demande de faire du parsing. On n'aura pas le temps de voir le parsing malheureusement. Et après, il demande pas mal de choses marrantes. En gros, vous avez une petite description d'un circuit électrique. Et chaque lettre à droite, c'est un connecteur du circuit. Et à gauche, vous avez une expression qui définit la valeur qu'il y a sur ce circuit. Sachant que sur le circuit, les valeurs, c'est des entiers 16 bits non signés. Donc, par exemple, 123 et 456, mais vous pouvez aussi avoir directement des littéraux ou des expressions. Donc, par exemple, l'expression N entre deux autres câbles, ou OR entre deux autres câbles, ou des expressions entre un câblage et une valeur littérale, et ainsi de suite. D'accord ? Et la question à la sortie, c'est quelle est la valeur qu'il y a sur le circuit, par exemple D. Là, il y a D, il y a 72. Pourquoi ? Parce que D, c'est le N entre X et Y, et X et Y, c'est 123, 4, 5, 6, c'est donc le N entre ces deux valeurs-là, le N binaire, ça donne 72. Okay ? Et donc ça, l'idée, c'est comment on peut résoudre ce truc-là en Haskell. On va essayer de faire ça rapidement dans le temps qui me reste, en essayant de vous montrer 2-3 trucs sympas. Il y a deux parties. Il y a la partie parsing de l'expression, je n'aurai pas le temps de la faire, et la partie évaluation de l'expression que je vais faire, et qu'on va essayer de faire ensemble. Et donc, cette partie-là, c'est la partie coding, c'est ça qui est marrant, c'est bien on se voit quand on fait ce genre de choses-là. Donc on va voir si je me trompe pas. Et alors, c'est bon. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu mon terminal. Ok, c'est lisible pour vous. Test. Ça va? C'est bon? Ok, alors je vais aller dans le TMP parce que de toute façon c'est un truc temporaire. Et je vais créer un projet Haskell avec Stack. Stack, c'est un outil, c'est l'outil de packaging et de sandbox d'Haskell. Donc vous faites Stack new, on va l'appeler Advanced, tiens. Hop. Et il n'est pas content parce qu'il essaie de se connecter à Internet pour récupérer les dépôts de base. Et comme je n'ai pas de connexion sur l'éditeur, alors en fait il va chercher en ligne le dernier package. Excusez-moi, on va essayer de faire ça. Hop, ça j'avais pas pensé à ça. Est-ce que j'ai accès à ce ou si je peux faire peut-être. Ok. C'est d'avoir une raison. Ça c'est pas nécessaire, ça c'est pas nécessaire. Avant j'avais un accès qui marchait, mais là ça ne marche pas. On va attendre que mon accès fonctionne. Tu veux des identifiants pour Ouais, je veux bien des identifiants aussi. Ça marche. Et tant que vous les donnez, je pense que mon accès s'activera tout seul. Allô. C'est bon, je t'en L'effet des mots. Voilà, c'est bon. Il y a mon accès aussi. Alors, ok. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'on peut aussi le faire en offline, mais je ne me rappelle plus la commande qui va bien. Donc là, voilà, j'ai créé un dépôt qui s'appelle Advanced, qui contient des fichiers de base. Donc le fichier Cabal qui en haut, c'est tous les paramètres de votre projet, avec les dépendances, donc le nom, le readme, ainsi de suite, les dépendances entre les librairies, ainsi de suite. Donc là, c'est le template par défaut, il n'est pas forcément, il est très verbeux, mais c'est pas grave. Dans licence, vous avez la licence. Dans source, vous avez les sources, vous avez mettre stack.yaml, c'est des paramétrages, test, vous mettrez vos tests ici. Mais là, je me suis créé une sandbox. Et donc maintenant, en fait, dans cette sandbox, je peux installer des packages. Et par contre, dans cette sandbox, je ne peux exécuter que des programmes avec des dépendances qui ont été installées dans la sandbox. C'est-à-dire que je ne peux pas me tromper, je ne peux pas oublier des dépendances. Maintenant, on va commencer à bosser. Donc, et normalement, je crois que je peux changer aussi la résolution de mon. C'est lisible ou pas? Ah, voilà. Ok. Et on va juste copier-coller l'exemple de code qui est là pour ne plus avoir à revenir ici. Ok. Donc on va aussi copier les résultats pour voir si d'ici 15 minutes j'ai le temps de résoudre ce problème. Ça me met un peu la pression, mais. Bon, je pense que je ne le ferai pas, mais c'est pas grave. Ok. Bon.
Donc maintenant, ce que j'ai tout de suite stack GHCI, ça lance l'interpréteur GHCI, donc qui est l'interpréteur Haskell, et j'ai accès à toutes les fonctionnalités de mon projet. Donc typiquement, il y a la fonction SumFunc, qui est définie par défaut, juste pour dans le template par défaut. Voilà, bon, elle marche, c'est bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à coder ici, et tantôt dans l'interpréteur qui est à gauche, on affichera des résultats, on fera des tests. Donc, pour commencer, moi, ce que je fais quand je commence à développer en Haskell, c'est que j'essaie de voir avec quel type je peux modéliser mon problème. Donc, on a quoi comme type dans tout ça? Qu'est-ce qu'on a? On a des portes logiques, enfin des bouts de circuit. Typiquement, c'est des trucs nommés comme ça. Donc, ces bouts de circuit, je vais les appeler des wires, tiens. Wire, et ça contient une string, qui est le nom du bout de circuit. Ok? Donc là, j'ai déjà modélisé potentiellement toutes les lettres. Ensuite, on a des littéraux. Les littéraux, data littéral, c'est soit un nombre, donc, on va l'appeler int. Et nous, on a dit que c'était des word 16, donc on a dit que c'était des entiers 16 bits non signés. Donc il y a un type dans la librairie data.word qui s'appelle word16, qui est un entier 16 bits non signé. Donc un littéral, c'est soit un word16, soit un litwire. Voilà. Ici, je peux avoir soit des littéraux, ou dans les expressions, je peux avoir soit des littéraux, soit des wires. Donc là, j'ai dit, voilà, littéral, c'est un truc qui contient soit un nombre, soit un petit wire. Ok? Donc maintenant, après, j'ai des opérateurs binaires. Binop. Alors j'ai quoi? J'ai le AND, j'ai le OR, j'ai le L-shift, et j'ai le R-shift. De façon similaire, j'ai des opérateurs unaires, c'est le NOT tout en bas. Ok? Et j'ai des expressions. Une expression, c'est quoi une expression ici? C'est tout ce qu'on a à gauche de la flèche. Ok? Une expression, c'est soit une expression littérale. Donc, à chaque fois, c'est le constructeur d'expression qui contient un littéral. Ça va être un peu plus clair tout de suite quand j'ai soit une expression littérale, soit j'ai une expression d'opérateur binaire, binary hop expression. Donc ça va être un constructeur d'expression qui s'appelle binary hop expression. Et le binary hop, il y a quoi? Il y a l'opération binaire et deux littéraux. Ouais, je pense. Il y a aussi l'expression d'un opérateur unaire qui contient évidemment un opérateur unaire et un seul littéral. Et il y a, j'ai tout fait là, j'ai tout fait. On peut avoir soit des littéraux tout seuls, soit des opérations binaires, soit des opérations unaires. Ok? Et on va finir la modélisation en disant une ligne qu'on va appeler une instruction. C'est quoi? C'est une expression et un wire. Ça vous va? Alors maintenant, là on a de quoi représenter notre programme en faisant une liste d'instructions. Donc tout de suite, on va écrire rapidement le petit programme par défaut. Donc on va l'appeler, défaut programme. Donc c'est une liste d'instructions. T'embête pas si. Ok. Alors le fait que je mette la signature de liste d'instructions là, je l'ai mis pour. Je l'ai mis parce que si je fais des erreurs ici, il va essayer de faire matcher le type qu'il détecte ici et le type là. Donc il va me gueuler dessus si jamais il se rend compte que je me suis trompé. Sinon il l'aurait inféré tout seul, mais si j'ai fait une erreur en ne mettant pas les bons types, il l'infère tout seul et ça peut être incohérent, et dans ce cas-là il râle, mais ça peut être cohérent et pas ce que je veux. Donc et ma liste d'instructions, c'est quoi? C'est d'abord une première instruction qui contient donc l'expression c'est quoi? C'est un littéral, donc c'est littéral expression. Et le littéral c'est un littéral int en même temps. Bon, ça demande un peu de. Ça fait mal d'un coup, je suis d'accord. Mais grosso modo, là j'ai juste des constructeurs et je construis des objets récursivement. Donc je construis une instruction qui a deux éléments.
à droite, c'est un wire X, c'est celui-là. Et ici, c'est une expression. Et une expression que je peux construire soit un littéral E, soit un bin of E, soit une array hop E. Ben moi, ce que je veux, c'est un littéral E. Et mon littéral E, c'est soit un littéral int qui contient un nombre, soit un littéral wire qui contient un wire. Donc moi, je fais un littéral int, 1123, et c'est bon. Ok? Vous me dites quand je commence à vous perdre, donc je fais des bêtises. Et voilà. Alors, je vais recopier ça et mettre 4, 5, 6 pour Y. Ok. Ensuite, je vais faire un littéral, non, je vais faire une expression qui contient une binop. Donc on a dit quoi? On a dit binop E. Et donc ma binop E, elle prend 4 arguments. Le premier argument, c'est le type. Donc binop E, ça prend binop. Binop, c'est soit n, soit or, soit f-shift, soit r-shift. Donc on va mettre n. Hop. Et elle prend ensuite 2 littéraux. Et mes 2 littéraux, c'est quoi? C'est des lit wire, d'un wire qui est x, hop, et d'un autre lit wire, d'un wire qui est y. Voilà, comme ça. Puis on verra un peu mieux pour l'instant, on verra ce qu'on fait. Ok. Donc normalement, là, je suis presque bon pour ça, et j'ai mon wire qui est D. Vous me dites quand je fais des bêtises, parce qu'après on en fait vite. C'est du copier-coller, on va dire. Et donc, ok, la deuxième, celle d'après, c'est un OR entre un wire X et Y qui renvoie E. Ça m'arrange bien. Ensuite, celle d'après, c'est un L-shift entre un wire X et un lit int de 2. Je suis encore bon. Ok. Ensuite, celle d'après, c'est un R-shift entre Y. Ça me met dans F. C'est un F, je te remercie. Et 2, donc F et G. Et maintenant, on arrive au niveau des notes. Donc, c'est un hop E de l'opération binaire, c'est note. Je fais comme ça. Et le littéral, et c'est un wire, lit wire. Wire X qui pointe dans le wire H, wire Y qui pointe dans I. Si je ne me suis pas bourré, c'est ça. Cool. Bon. Alors, évidemment, là, ça demande un petit peu. Bon, il y a pas mal de constructeurs de type et ainsi de suite. Et donc, tout à l'heure, tu disais, si on type dynamiquement, bah, on va aller un peu plus vite. Je suis d'accord. Là, c'est vrai que j'aurais pu juste faire des tuples ou des listes, voilà. Mais l'avantage, c'est que là, maintenant, j'ai un truc qui est... Je ne vais pas pouvoir me tromper en analysant une sous-partie de mon arbre syntaxique. Donc ça, c'est plutôt positif. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. And, or, tout ça, L-shift, R-shift, c'est des prédéfinis? Non, j'ai créé moi-même. Tu vois, ici, j'ai dit qu'un binop, le petit binop que j'ai créé moi-même, c'est soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Après, donc là, je suis en train de ce qu'on appelle un domaine specific language. Je suis en train de créer un langage qui représente mon problème. Et après, je vais l'évaluer. Donc maintenant, donc j'ai rafraîchi mon shell, et donc je peux afficher mon défaut de programme. Pourquoi il n'est pas? Ok, on va le relancer. Des fois de temps en temps, il fait des choses bizarres. Là, je suis vraiment pas content. Non, c'est bon. Pardon? Il y a un blanc de l'entrée du défaut de programme. Ouais, il y a un truc bizarre. Define but not used. Mais... Ah, ok, je sais, excusez-moi. Les modules. Ici, mon module lib, je peux lire la liste des fonctions que j'exporte. Je n'ai pas exporté des faux programmes, donc forcément. Voilà. Alors, nous, on va faire, pour simplifier, on va faire du générique. Hein, on va dire qu'on exporte tout. Ça va me simplifier un peu le travail. Mais dans la vraie vie, c'est là qu'on commence à faire un peu d'encapsulation. On a un module qui fournit des fonctions exposées, des fonctions non exposées. Donc là, j'ai mon défaut de programme. Et là, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il n'y a pas d'instance de show. Je ne peux pas le montrer, ton défaut de programme. Il ne sait pas comment afficher un défaut de programme par défaut. Forcément. Maintenant, c'est pas trop dur. Il suffit bêtement que
je vais mettre ça partout. On appelle échouer avec l'éditeur. Ok. Voilà, il n'est pas content parce que. Oui, j'ai oublié d'aller les wires. Pourquoi tu répètes wire, data, wire, ok, alors c'est parce que d'un côté tu as le type, de l'autre côté tu as son constructeur. Et il se trouve que quand tu n'as qu'un seul constructeur, généralement tu lui donnes le même type. Par exemple, si je prends l'exemple, si j'avais fait un data, le maybe tout à l'heure, dont je vous ai parlé, c'est nothing ou just state. C'est son truc. Parce que tu as deux constructeurs. Par exemple, tout à l'heure, l'arbre, j'ai fait data tree est égal node ou feuille. Mais quand tu n'as qu'un seul constructeur, tu pourrais donner n'importe quel type, pas n'importe quel nom, mais généralement on met le même nom que le type. Ça peut être un peu ambigu, mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? C'est vraiment la différence entre ta classe et le constructeur pour créer ta classe. Quand tu vois en C++, il a le même nom, tu as ta classe bidule et tu as les constructeurs qui s'appellent bidule, bidule et bidule. Je ne sais pas, là c'est pareil. C'est bon? Est-ce qu'il y a un moyen de simplifier les constructeurs, pas justement avoir à taper autant de parenthèses, autant de choses? Bah, rien ne t'empêche après de faire des constructeurs, des fonctions que tu vas appeler des constructeurs intelligents. Typiquement, tu as envie de faire une fonction qui fait automatiquement une expression de type unary hop. Tu vois, je pourrais faire par exemple inst, je sais pas ce qu'on va lui donner, hein, qui prend une string, une deuxième string, une troisième string, et qui renvoie une instruction. Et je peux faire blog de donc, A, B, C, c'est mes trois strings, et écrire instruction de binary hop, binop E de end, lit wire, wire A, lit wire B, et si je ne me trompe pas, wire C. Voilà. Ma fonction bloc maintenant, elle est capable de créer automatiquement des instructions end entre deux littéraux et le stocker dans un troisième littéraux, mais juste en passant les strings des wires et sans créer le wire tout seul. D'accord? On n'a pas de possibilité de définir des constructeurs supplémentaires? Si tu peux, des constructeurs supplémentaires. Alors, généralement, tu n'as pas forcément envie, tu peux juste définir une fonction qui va utiliser les constructeurs que tu as fait. Et après, tu as un mécanisme en fait, les constructeurs servent souvent, surtout à faire du pattern matching. Donc dire, voilà, mon objet, je peux le dépacker comme ça. Et tu peux créer des outils de dépacking et de packing qui ne sont pas dans ton type de base, mais qui permettent d'après de matcher sur ton type de base. Ça permet aussi de faire évoluer tes types. Tu changes un peu ton type et puis tu vas garder la même interface pour toute ta librairie, mais tu as une implémentation différente derrière. Hop. On va supprimer le bloc parce que c'est pas super. Ok, donc maintenant j'ai mis. Je peux afficher mon défaut programme. Alors évidemment, l'affichage par défaut, le show par défaut, il est dégueulasse. Enfin, il est dégueulasse. Sur un truc un peu avancé, il est un peu compliqué. Au moins, ça permet de débugger et j'ai pas fait grand chose pour l'avoir. Il me reste 2 minutes pour finir l'évaluation de tout ça. Ça va être tendu. Mais on va le faire. Non, on peut prendre une minute. Bon, alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, tiens, quel est le wire F? Donc, ma liste d'instructions là, j'aurais plus envie de l'interroger en partant d'un wire. Donc, je vais plus avoir envie de faire une structure type structure de mapping qui associe un wire à une instruction. Donc, je vais le faire et je vais dire que alors j'ai un module qui s'appelle le module data.map. Ok. Et je vais dire que j'ai make programme qui prend une liste d'instructions et qui renvoie une map de wire vers expression. Donc c'est une structure associative qui associe un wire à une expression. Donc, au lieu d'avoir une liste d'instructions wire expression, j'ai vraiment wire associé à expression. Ça va être plus simple si je veux directement aller chercher le contenu, l'expression associée au wire F. Je vais taper dans cette structure de données là plutôt que de parcourir ma liste. Ok? Et pour ça, instruction, c'est mon argument. Et là, je vais faire un petit programme. C'est fini ça? J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il est 16h. Bon, c'est bon. On a le droit de dépasser, enfin, bon. Ouais. Ça dépend des gens, voilà, ceux qui même pas s'en va. Ça, le principe. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une autre réunion sans va? Ça marche aussi. Ouais.
Je suis désolé. J'en ai beaucoup. Merci. Mm. T'as des questions avant de partir enfin, Je sais trop. je suis plus là. Ok, bah on va finir. Donc, je sais déjà que mon truc, il va créer un temps. Ma fonction, elle prend une liste d'instructions et elle renvoie un programme. Donc déjà, forcément, il faut que je crée mon programme et que je lui passe à l'intérieur le map qui va bien. Maintenant, ce map, comment je vais le créer? J'ai une fonction dans la librairie map. Alors, c'est marrant ça. On arrive sur un cas marrant, c'est qu'il me dit ok, tu veux charger la librairie map, c'est bien gentil, mais dans ton projet, map, ça appartient à la librairie container. Enfin, je l'ai trouvé, je sais que c'est dans containers, mais tu ne l'as pas déclaré dans ton projet. Donc il me dit voilà, c'est caché. Donc là, il faut que je dise dans mon projet que je veux me servir de la librairie containers. Donc là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est je suis dans une sandbox, j'ai accès à aucune librairie jusqu'au moment où j'ai déclaré que je voulais m'en servir. Et ça va me permettre, après, quand je vais packager ce machin-là et l'envoyer à quelqu'un, il y a la liste des librairies nécessaires. Et donc, il ne pourra pas lancer mon projet sans avoir toutes les librairies installées avec la bonne version. Donc là, je rajoute dans la liste des dépendances, juste ici, containers. Avec une petite virgule devant, parce que sinon, toute la syntaxe n'est pas content. Ok, data.map. Si je fais browse browse, ça suffit. Bon, là, il met toutes les fonctions qu'il y a dans data.map, il y en a un peu trop. Il y a une fonction qui s'appelle fromList. FromList, elle fait quoi? On va zoomer un peu sur la console aussi. Ok. Elle prend une liste de tuples KA et elle renvoie une map de KA. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est qu'elle prend une liste de tuples clés-valeurs et elle renvoie une map de clés et de valeurs. Donc c'est une bonne façon de construire une structure associative à partir d'une liste. Donc moi, j'ai plus qu'à construire cette liste de clés-valeurs et j'aurai ma structure associative. Pourquoi les clés doivent être ordonnées? Parce que c'est un arbre. Ah, ok. Maintenant, tu as une autre map qui utilise du hashing, et dans ce cas-là, les clés doivent être hachables. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une liste d'instructions. Chaque instruction, c'est valeur clé. Moi, je vais dépacker les instructions, inverser le tuple, et j'obtiendrai la liste qui va bien. Donc je fais fromList. Je vais faire map. Map, ça va me permettre d'appliquer une opération à tous les éléments de ma liste. Donc je vais faire map sur ma liste d'instructions. Petite aide marrante de développement. Alors pourquoi est-ce qu'il vient là? Il n'est pas content map, il me dit, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, il y a le map sur les data.map, il y a le map générique, et les deux sont en conflit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer de façon qualifiée mon module data.map. C'est tout. Et maintenant, juste passer avec le plus. Tu peux aussi lui mettre un alias si tu as envie, genre tu peux l'appeler N pour faire plus simple. Voilà. Donc maintenant, j'ai dit ok, je vais créer un programme qui contient une map. Il contient forcément une map parce que ça crée une map. Une map en tant que structure associative. J'ai ma liste d'instructions, c'est la liste de trucs que je veux. Je veux juste transformer cette liste pour arriver à avoir une liste clé-valeur. D'accord? Là, j'ai mis un petit underscore parce que je dis, je ne sais pas ce que je dois mettre ici. Et lui, il est capable de me dire, tiens, et on ne le voit pas très bien ici parce que c'est pas zoomé, parce que c'est mon Emacs qui est foireux. Il me dit, ok, j'ai trouvé un trou là. C'est une fonction de instruction vers tuple, wire, expression. Donc là, en fait, je lui ai dit, ici, je ne sais pas quoi mettre. Fais une analyse de type, dis-moi le type qu'il faudrait mettre ici. Donc maintenant, il faut que je fasse une fonction de instruction vers un tuple, wire, expression. Donc on va l'appeler, simple, on va l'appeler Toto, je ne sais pas quel nom lui mettre. Instruction vers wire, expression. Ne jamais appeler vos fonctions Toto dans un programme. Sinon après les gens sont tristes. Bon, alors maintenant j'ai une instruction. L'instruction c'est quoi? On a dit le type d'instruction, c'est une expression et un wire. Là j'ai juste à dépaquer, à inverser, mettre ça dans un tuple et c'est gagné. Donc je vais l'appeler E et W, pourquoi pas. Et je mets un tuple WE. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok.
ma fonction Toto, elle prend une instruction, elle renvoie un tuple à l'expression. L'instruction, je dépack E et W, j'inverse, je les mets dans W et E, et pan, ça marche tout bien. Là, il gueule, je ne sais pas pourquoi, on va voir pourquoi. Ah, bah no instance from odd wire. C'était la question que tu posais tout à l'heure. Mon wire, il n'est pas ordonnable. Je ne peux pas le mettre dans mon data. Donc voilà, j'ai juste à lui dire qu'on va le faire. Hein. Wire, deriving order. Donc là, le comportement générique, il va me dériver le tri entre les wires. Et pour ça, le comportement générique, c'est qu'il fait du tri lexicographique par rapport à tous les sous-types. Et qu'un seul sous-type, c'est string. Et il sait trier une des strings entre elles. Donc il peut me trier mes wires par string. Je pourrais le surcharger si j'ai envie, mais là, je n'ai pas spécialement envie de m'amuser à surcharger. Et là, il n'est pas content parce qu'il a aussi besoin d'avoir l'égalité pour faire le tri. Donc je sors l'égalité, et là, l'égalité, bah, il fait l'égalité terme à terme de tous les sous-éléments. Bon, est-ce que je vous ai encore accroché, c'est bon? Cool. J'ai une fonction qui peut créer un programme à partir d'une liste d'instructions. Ok, alors évidemment, il n'y a pas de chose au programme. On pourrait se dire, c'est embêtant de faire toujours des driving show, voilà. Ça pourrait être implicite. En Haskell, il n'y a rien d'implicite. En même temps, ça ne coûte pas forcément grand-chose de le faire, donc voilà. On préfère dire les choses plutôt qu'être surpris. Voilà. Donc là, j'ai mon programme qui contient from list. En gros, c'est l'opération qui va être appliquée pour arriver à générer mon programme. Bon. Donc maintenant, mon programme, comment est-ce que je l'évalue? Bah, on va faire une fonction qui sert à évaluer le programme. Get wire value, qui prend un programme, qui prend un wire, et qui me renvoie un word 16. C'est exactement ce que je veux. Je veux lui passer mon programme, un numéro de wire, donc le wire D par exemple, et je veux qu'il m'envoie 72 qui est un word 16. Ok? Là maintenant, on va regarder. Ok, j'ai un programme. Je peux faire quoi avec un programme? Un programme, c'est une structure associative qui associe un wire à une expression. Donc maintenant, il faut que je trouve l'expression qui est derrière le wire qui va bien. Donc lookup, ça me permet de récupérer la clé qui est dans la structure associative. Et cette clé, elle peut ou ne pas exister. Donc là, on a le cas de figure d'utilisation d'un maybe. Au lieu que ça me pète une exception en disant la clé que tu as passée, elle n'est pas bonne, et ben, je suis dans un cas de figure où j'ai un maybe, j'ai un cas à gérer. Donc, ce que je fais, c'est que si la clé n'existe pas, je fais ça comme avant, je dis erreur, what the fuck, c'est pas censé arriver. Et si la clé existe, donc V c'est mon expression, et là je peux analyser mon expression. Alors, je vais faire eval expression. Hop, et alors évidemment la fonction eval expression il n'est pas content.